Dans les années 1960, sur le plateau du film de guerre emblématique La Grande Évasion, Charles Bronson, connu pour ses rôles de dur à cuire, fit une remarque glaçante à son coéquipier David McCallum. Le regardant droit dans les yeux, Bronson lui dit « Fais plus attention à ta femme, sinon je te la prendrai ». Il ne fallut pas longtemps avant que cet avertissement ne devienne réalité. David et sa femme, Jill Ireland, divorcèrent en 1967, et l'année suivante, elle épousa Bronson. Malgré ce début inhabituel, les trois restèrent proches amis tout au long de leur vie, partageant même les tâches de garde d'enfants. Mais derrière le succès hollywoodien de Bronson, la tragédie guettait. Dans cette histoire, nous explorerons les décès déchirants de Charles Bronson et Jill Ireland, dont l'histoire d'amour fut marquée par une profonde dévotion et des pertes bouleversantes. Il a menti sur son enfance difficile. Charles Bronson, né le 3 novembre 1921 dans la petite ville minière d'Ehrenfeld en Pennsylvanie, est sorti d'un début extraordinairement difficile pour devenir une icône d'Hollywood. Situé dans les montagnes d'Allegheny, Ehrenfeld faisait partie d'une région minière où les conditions de vie étaient rudes. Bronson, dont le vrai nom était Charles Buczynski, était le 11e de 15 enfants, né dans une famille catholique romaine d'origine lituanienne. Son père, Walter Buczynski, était un Lipka tatar de Druskininkai en Lituanie, tandis que sa mère, Marie Waliński, était née en Pennsylvanie de parents immigrants lituaniens. En grandissant, la famille de Bronson vivait dans une extrême pauvreté. Leur maison était une petite cabane sans eau chaude, à peine assez grande pour loger la famille nombreuse, qui dormait en roulement en raison du manque de place. Les rails des wagons de charbon qui partaient de la mine passaient près de leur maison, soulignant le lien étroit de la famille avec l'industrie minière. La vie dans cette communauté minière était pleine de difficultés, et Bronson évoqua plus tard ses luttes dans des interviews. Dans leur foyer, l'anglais était rarement parlé, une situation courante pour de nombreuses familles américaines de première génération. Bronson et ses frères et sœurs communiquaient principalement en lituanien, ce qui le distinguait de ses camarades. Il se souvenait que, même en tant que soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, son accent était si fort que ses camarades pensaient souvent qu'il était étranger. En plus de l'anglais et du lituanien, il parlait également le russe, grâce aux racines européennes de sa famille. Bronson avait une relation compliquée avec son père, Walter. Dans une interview en 1973, il avoua qu'il ne connaissait pas très bien son père et ne savait pas s'il l'aimait ou le détestait. Ce dont il se souvenait le plus, c'était que chaque fois que sa mère annonçait le retour de leur père à la maison, tous les enfants se cachaient. En 1933, lorsque Bronson avait à peine 12 ans, son père mourut d'un cancer, laissant la famille encore plus démunie. Sans autre choix, Bronson dut entrer dans le monde du travail très tôt. Il commença par un emploi dans le bureau de la mine, puis travailla dans les mines de charbon elles-mêmes, gagnant $1 pour chaque tonne de charbon qu'il extrayait. Parfois, il travaillait des doubles postes, ne gagnant qu'un maigre $1 par semaine, un salaire qui équivaudrait à environ $24 aujourd'hui. Travailler dans les mines de charbon était dangereux. Les effondrements étaient fréquents, et Bronson, avec son frère, prenait souvent le travail périlleux de retirer les souches de gros morceaux de charbon qui bloquaient les passages de la mine. La Grande Dépression frappa durement la famille Bronson. Il souffrit d'une pauvreté extrême, souvent sans nourriture. Bronson se souvenait que sa mère ne pouvait pas se permettre d'acheter du lait pour sa petite sœur, qui recevait à la place du thé chaud. Lui-même dut porter la robe de sa sœur pour aller à l'école, car la famille n'avait pas de vêtements appropriés. Bronson fut le premier membre de sa famille à obtenir un diplôme d'études secondaires, mais son éducation eut un prix. À l'âge de 10 ans, il travaillait déjà dans les mines aux côtés de ses frères et sœurs aînés. Ses expériences dans les mines l'ont marqué à vie, tant physiquement qu'émotionnellement. Bronson parlait souvent avec amertume de ses 6 années de labeur exténuant, qui lui laissèrent des cicatrices permanentes sur les jambes et le torse. Travailler dans les mines, plongé dans l'obscurité, lui causa également des maux de tête et de la claustrophobie. « Je n'ai jamais réussi à me débarrasser de l'odeur du charbon dans mes narines », se lamentait-il. Pour faire face au stress, il commença à fumer à l'âge de 9 ans. Malgré le travail exténuant, les circonstances de Bronson commencèrent à changer lorsqu'il s'engagea dans l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943. Il servit dans le 760e escadron d'entraînement au tir flexible, puis en tant que mitrailleur aérien sur Boeing BE-29 Superfortress avec le 61e escadron de bombardement, qui faisait partie du 39e groupe de bombardement basé à Guam. Bronson effectua 25 missions de combat au-dessus du Japon et reçut une Purple Heart pour les blessures subies au combat. Plus tard, il considéra son expérience militaire de manière positive, affirmant que son enrôlement avait été
la meilleure chose qui lui soit arrivée. Cela lui permit de fuir les conditions difficiles des mines de charbon et lui offrit 3 repas par jour ainsi que des vêtements corrects, une première dans sa vie. La discipline et la structure de la vie militaire, ainsi que la camaraderie qu'il trouva parmi ses camarades soldats, aidèrent Bronson à gagner en confiance. Cela améliora également son anglais, une langue qu'il avait peu parlé en grandissant en Pennsylvanie. Après avoir été démobilisé, Bronson eut du mal à trouver sa voie. Il occupa divers emplois, chauffeur de camion, sidérurgiste et mineur, mais aucun de ces métiers ne semblait lui convenir. Ce n'est qu'en rencontrant un groupe d'acteurs à Atlantic City qu'il s'intéressa au métier d'acteur. Cette passion nouvelle le mènerait finalement à Hollywood et à la célébrité. Mais le chemin ne fut pas facile. Au fur et à mesure que sa carrière fleurissait, Bronson devint connu pour son personnage de dur à cuire, jouant souvent des rôles robustes dans des westerns et des films d'action. Malgré sa célébrité, il avait la réputation d'embellir ou même d'inventer des parties de son histoire personnelle, créant des mythes qui ajoutaient à son image publique mystérieuse et intimidante. Selon Paul Talbot, auteur de « Menacing Face Worth Million, A Life of Charles Bronson », l'acteur prenait plaisir à tromper les journalistes crédules en leur racontant des histoires exagérées sur son enfance. Il prétendait parfois qu'il ne parlait pas anglais au lycée, que sa mère l'avait vendu à des voyageurs, ou qu'il avait dû aller à l'école en portant les vêtements de sa sœur. Bien que ces histoires aient ajouté à la légende de Charles Bronson, ceux qui le connaissaient bien, y compris sa première épouse, Harriet Tandley, les rejetaient comme étant fausses. Cette histoire de Charlie portant des robes est absolument ridicule, déclara un jour Tandley, ajoutant que ses frères plaisantaient souvent sur ses récits exagérés de misère. Même après avoir atteint le succès, Bronson continua d'inventer des histoires. Il prétendit avoir été emprisonné 2 fois, bien qu'aucun registre pénitentiaire ne le confirme, et il raconta même une histoire où il aurait été blessé par balle par un policier sur un train de marchandises, mais aurait miraculeusement survécu car la balle serait tombée toute seule. Bien que certaines de ces histoires aient clairement été fantaisistes, ce qui était indéniable, c'est que son service militaire avait été un tournant dans sa vie. Les expériences de guerre de Bronson, bien qu'il en ait rarement parlé publiquement, l'avaient profondément marqué. Dans le livre « Bronson's Lose Again, on the Set with Charles Bronson » de Paul Talbot, publié en 2015, il est révélé que Bronson eut une altercation sérieuse lors de son entraînement avec le 770e escadron d'entraînement au tir flexible en Arizona. Après qu'un sergent l'eût provoqué, Bronson répliqua en le jetant au sol, pensant qu'en ne le frappant pas directement, il éviterait une punition. Cependant, le sergent se cassa le bras en tombant, et Bronson fut condamné à 6 mois de travaux forcés, consistant à transporter des quartiers de viande dans le réfectoire et à sortir les poubelles. Un début impressionnant mais peu reconnu dans le cinéma. Après avoir été démobilisé honorablement de l'armée en 1946, Charles Bronson navigua entre divers petits boulots, dont celui de boulanger à Philadelphie et de crieur de bingo sur une jetée d'attractions à Atlantic City. Sa carrière prit un tournant décisif lorsqu'il décida de se lancer dans la comédie, déménageant à New York en 1948 aux côtés d'un autre ancien militaire, Jack Klugman. Les 2 hommes louèrent une petite chambre ensemble, luttant pour trouver du travail dans le monde de l'acting. Klugman se souvenait plus tard que Bronson, alors un acteur affamé, devait souvent vendre son sang pour $5 afin de joindre les 2 bouts. L'accent slave prononcé de Bronson créait aussi des obstacles, et il se souvint avoir été réprimandé lors d'une audition pour avoir mal prononcé le mot « héroïne ». L'introduction de Bronson dans le monde de la comédie se fit presque par hasard. Alors qu'il travaillait à Atlantic City après la guerre, il fut invité par une troupe de théâtre à les aider à peindre des décors de scène. Cette expérience éveilla en lui une passion pour le jeu d'acteur. En 1951, il décrocha son premier rôle au cinéma dans « You're in the Navy Now », semble-t-il parce qu'il était le seul acteur capable de roter sur commande. Au cours des 2 années suivantes, Bronson se plongea dans des études dramatiques à Philadelphie et à Los Angeles. Bien qu'il ait d'abord obtenu de petits rôles, souvent en incarnant des voyous, des ouvriers ou des combattants, son apparence unique et sa voix distinctive le démarquaient. Réfléchissant à ses débuts, Bronson confia dans une interview de 1972 « Je ne ressemblais pas ou ne parlais pas comme le gars qui obtient la fille. Je ressemblais à une carrière de pierre à dynamiter. » Au plus fort de la peur rouge à Hollywood au début des années 1950, Bronson craignit que son nom de famille lituanien, Buczynski, n'attire une attention indésirable lors de la croisade anticommuniste du sénateur Joseph McCarthy. Pour éviter toute suspicion, Bronson changea de nom, s'inspirant d'un panneau portant le nom Bronson que lui et son ami Steve McKean avaient vu en traversant Los Angeles. À mesure que sa carrière progressait, Bronson commença à obtenir des rôles plus importants.
Son premier grand succès arriva en 1960, lorsqu'il fut choisi pour incarner Bernardo O'Reilly dans le western « Les Sept Mercenaires », un remake des « Sept Samouraïs » d'Akira Kurosawa. Le succès du film lui ouvrit des portes, et il continua à jouer dans une série de films emblématiques, notamment « La Grande Évasion », La Bataille des Ardennes, Les 12 Salopards, et « Il était une fois dans l'Ouest » de Sergio Leone. Le charisme naturel de Bronson et sa présence imposante à l'écran firent rapidement de lui un acteur très recherché, notamment sur les marchés européens. Alors que Bronson jouissait d'une carrière prospère aux États-Unis, il était vénéré comme une véritable superstar en Europe. En Italie, il gagna les surnoms de « Il Bruto », le Brut, et « Il Predator », le Prédateur, et en France, il fut célébré comme l'un des « monstres sacrés » du cinéma. Ses films connurent souvent plus de succès à l'international qu'au niveau national, et au Japon, sa popularité était telle que son nom était affiché sur des panneaux publicitaires couvrant des pâtés de maisons entiers. Malgré les critiques qui lui reprochaient un manque de polyvalence en tant qu'acteur, l'attrait durable de Bronson résidait dans son incarnation du travail acharné et de la persévérance des qualités qui reflétaient ses origines difficiles. Né Charles Buczynski, il traversa de grandes épreuves avant de devenir Charles Bronson, une figure emblématique du cinéma américain. L'un des rôles les plus célèbres de Bronson. L'un des rôles les plus célèbres de Bronson fut celui de Paul Kersey dans la série « Un justicier dans la ville », un personnage qui correspondait bien à la personnalité réelle de l'acteur. Les films centrés sur un homme cherchant à se venger après l'attaque de sa famille faisaient écho aux propres expériences de Bronson face aux épreuves et à l'injustice. Son interprétation résonna auprès du public, consolidant davantage sa réputation d'homme dur et inflexible à l'écran. Le réalisateur Michael Winner joua un rôle clé dans la carrière de Bronson, notamment grâce à la franchise « Un justicier dans la ville ». Fait intéressant, Winner avait autrefois eu une liaison avec la future épouse de Bronson, Jill Ireland, qui lui demanda de garder leur relation passée secrète par crainte. Winner dirigea Bronson dans plusieurs films, dont « Les Collines de la Terreur », Le Flingueur et « Le Cercle Noir », avant de lui offrir le rôle de Paul Kersey dans « Un justicier dans la ville ». Convaincu que la fureur réprimée de Bronson le rendait parfait pour le rôle. Sorti le 24 juillet 1974, Un justicier dans la ville devint un succès controversé. L'interprétation de Bronson dans le rôle de Kersey, un homme vengeur qui décide de faire justice lui-même après l'assassinat de sa femme et l'agression de sa fille, toucha une corde sensible auprès du public. Au départ, le rôle avait été refusé par de grandes stars comme Clint Eastwood, Burt Lancaster et George C. Scott. Même l'agent de Bronson, Paul Conner, l'avait mis en garde contre ce rôle, craignant qu'il n'incite à la violence dans la vie réelle. Bronson lui-même hésita d'abord, trouvant le personnage trop docile. Cependant, après avoir discuté du scénario avec Winner, Bronson fut convaincu, déclarant célèbrement « J'aimerais bien faire ça », bien qu'il faisait initialement référence à abattre des agresseurs, et non à jouer dans le film. Le succès de « Un justicier dans la ville », qui rapporta 22 millions de dollars pour un budget de 3,7 millions, contribua à solidifier le statut de Bronson en tant que grande star. Le film était basé sur le roman de Brian Garfield de 1972, Death Wish, mais Garfield critiqua plus tard le film, arguant que le casting de Bronson rendait prévisible le fait que Kersey recourait à la violence dès le début. Néanmoins, le réalisateur Michael Winner défendit le film, rejetant les objections de Garfield. Tout au long de sa carrière, Bronson resta largement ignoré par les organismes de remise de prix. Il ne reçut que quelques nominations et remporta quelques distinctions, dont une nomination au Primetime Emmy Awards en 1961 et un Golden Globe Henrietta Award qu'il partagea avec Sean Connery. Malgré le manque de récompenses, l'influence de Bronson sur l'industrie cinématographique et son héritage en tant que l'un des « dur à cuire » emblématiques du cinéma reste indélébile. Il fut, en tout point, une icône de persévérance et de détermination, à l'écran comme en dehors. Le méchant aux yeux de ses costards. Charles Bronson avait la réputation d'être intense, taciturne et parfois carrément intimidant. Le critique de cinéma Roger Ebert remarqua un jour que si des acteurs comme Clint Eastwood, Robert Mitchum et Lee Marvin incarnaient de manière convaincante des personnages violents, Bronson dégageait une menace unique, presque réelle. Son extérieur dur semblait authentique, associé à une frustration constante due en grande partie à la lente reconnaissance de son talent par Hollywood. Les douleurs et les luttes qu'il avait endurées étaient profondément enracinées, et il les canalisait souvent dans ses rôles, ce qui menait parfois à des comportements volatiles en dehors des écrans. L'attitude morose de Bronson reflétait celle de ses personnages. Il était connu pour ses réponses laconiques, disant le moins possible lors des interviews.
Lorsqu'on lui demanda en 1974 quelle était la philosophie derrière ses films, Bronson répondit sèchement « Je ne parle jamais de la philosophie d'un film. Ce sujet n'a jamais été abordé, et je n'en parlerai pas avec vous. Je ne m'épanche pas sur un sujet. Mes propres pensées m'amusent plus que celles des autres. » Tout le monde ne trouvait pas Bronson facile à côtoyer. Son coéquipier dans La Grande Évasion, James Garner, eut une relation particulièrement difficile avec lui, décrivant Bronson comme « amer et belliqueux ». Garner se rappela un incident lors d'une partie de poker chez lui où Bronson tenta de retirer une mise trop tardivement. Garner le força à payer, ce qui provoqua une confrontation qui faillit dégénérer en bagarre. Bronson, rancunier, jura de ne plus jamais travailler avec Garner. Malgré cela, les deux finirent par rétablir leur relation, bien que Garner avoua plus tard « Je pense que Charlie a gardé une rancune. Moi, je sais que je l'ai fait. » Les éclats de Bronson ne se limitaient pas au plateau de tournage. Dans une interview avec Esquire, Bronson déclara un jour que si quelqu'un faisait du mal à sa famille, il se sentait capable de le tuer. Lorsque Johnny Carson questionna la décision du magazine de publier une telle déclaration, Bronson répondit simplement « Parce que c'est ce que j'ai dit ». Connu pour ses propos controversés, il déclara également en 1972 qu'il quitterait l'Amérique si les objectifs du mouvement de libération des femmes étaient atteints, affirmant que les femmes ne pourraient jamais être égales aux hommes. Bronson avait peu de patience pour les journalistes, qu'il considérait comme intrusifs. Lorsque Stephen Whitney publia en 1975 une biographie non autorisée intitulée « Charles Bronson Superstar, The Real Man Behind the Rock-Hard Macho Image », Bronson fut furieux. Son ex-femme, Harriet Bronson, raconta plus tard que Bronson avait tenté d'acheter chaque exemplaire pour empêcher sa distribution, surtout parce que le livre contenait des détails peu flatteurs sur sa femme de l'époque, Jill Ireland. L'hostilité de l'acteur s'étendait également aux critiques. Bronson déclara un jour « Nous ne faisons pas des films pour les critiques, car ils ne paient pas pour les voir de toute façon. » Il en voulait particulièrement au critique Gill Cox, qui avait donné une critique négative du film « Le Cercle Noir ». Bronson déclara de manière menaçante, d'une manière ou d'une autre, « Tôt ou tard, j'aurai cet homme. Pas physiquement, mais je l'aurai. » Son tempérament explosif n'échappait pas à sa femme, Jill Ireland, qui en fit une référence humoristique lors de son passage dans The Dick Cavett Show en 1972. Bronson avait critiqué sévèrement le réalisateur Nicolas Gesney pendant le tournage de Quelqu'un derrière la porte, le qualifiant de réalisateur suisse borné, bien que Gesney fût en réalité hongrois, et affirmant qu'il avait ruiné le film. Ireland plaisanta en disant que Bronson avait attrapé Gesney par la gorge et lui avait donné une bonne secousse. La réputation de Bronson d'être difficile s'étendait à tout Hollywood. Le réalisateur Michael Winner, qui a souvent collaboré avec lui, reconnaissait la tendance de Bronson à exploser sur le plateau, allant même jusqu'à frapper des gens. Bronson lui-même avouait qu'il trouvait la plupart des réalisateurs difficiles, les accusant de s'adonner à ce qu'il appelait « les conneries d'Hollywood ». Lors d'une interview, il alla même plus loin en qualifiant les producteurs de « crétins » et les réalisateurs des « idiots », ajoutant que la plupart des gens dans l'industrie ne se souciaient que de l'argent. Il avait également peu de respect pour les jeunes acteurs, qu'il qualifiait de « plein de conneries ». Dans une interview de 1977 avec The Washington Post, Bronson déclara « Je peux mieux interpréter un personnage grâce à mon expérience, à cause de ce que j'ai traversé. » Il se moquait des acteurs comme Robert De Niro, Sylvester Stallone et Al Pacino, affirmant « Ils sont tous pareils. Ils se ressemblent même. » Bronson n'était pas non plus intéressé par les récompenses, appelant les nominations aux Oscars des foutaises. Malgré son caractère abrasif, le style de jeu de Bronson correspondait parfaitement à son personnage de dur à cuire. Il se décrivait un jour comme « un simple produit, comme un savon, à vendre aussi bien que possible. » Ses performances dégageaient l'aura d'un homme endurci par les épreuves de la vie, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, des traits qui résonnaient avec le public, car il reflétait sa propre histoire. Ce personnage, bien loin du jeu d'acteur nuancé d'un Marlon Brando, suffisait à propulser Bronson vers une célébrité durable. Il était clair que, pour lui, moins, c'était plus à l'écran comme dans la vie. La confession de sa fille a tout changé. Bien que Charles Bronson soit souvent perçu comme une figure dure et intimidante, ceux qui le connaissaient intimement voyaient un homme profondément compatissant, notamment envers sa famille. Derrière cette façade endurcie se cachait un cœur capable d'un immense amour et d'une grande générosité. Ce côté plus doux de Bronson devint particulièrement évident lorsqu'il adopta Katrina Holden, une fille de 11 ans pleine de vie, dont le monde s'effondra lorsque sa mère, Hilary Holden,
décéda soudainement d'une crise cardiaque. Hilary, une directrice de casting d'origine britannique et mère célibataire, n'avait pas de famille proche, laissant Katrina orpheline. La décision de qui prendrait soin d'elle revenait à deux familles, Charles Bronson et sa femme Jill Ireland, ou mon épouse Blackie et moi. Bien qu'ils aient déjà plusieurs enfants, Bronson surprit tout le monde en se portant volontaire avec enthousiasme. Ce fut un moment où l'on aperçut le vrai Bronson. Bien que sa réputation soit celle d'un homme au comportement intense, il fit preuve d'une grande compassion et d'un enthousiasme sincère à l'idée d'offrir un foyer à Katrina. Lors des funérailles d'Hilary, je me souviens avoir vu Katrina, terrifiée et seule, tandis que Bronson l'accueillait dans sa longue limousine noire, lui offrant sécurité et réconfort en cette période difficile. Katrina s'épanouit, étudiant à l'UCLA et à la Sorbonne à Paris avant de se lancer dans une carrière de réalisatrice et scénariste. En 2001, elle obtint une reconnaissance lors du Malibu Film Festival, remportant le prix de la réalisatrice émergente pour son court-métrage, Rousse's Indignation, un projet qui montrait son talent et son esprit. Bronson, habituellement réservé, était visiblement ému lors de l'événement, rayonnant de fierté pour les réalisations de sa fille. Triste disparition. La santé de Charles Bronson commença à se détériorer à la fin des années 1990, le conduisant à prendre sa retraite après avoir subi une opération de remplacement de la hanche en août 1998. Le 30 août 2003, à l'âge de 81 ans, il s'éteignit au Cedar Sinai Medical Center à Los Angeles. Bien qu'il ait été largement spéculé que Bronson était mort de pneumonie et de la maladie d'Alzheimer, ces maladies n'étaient pas mentionnées sur son certificat de décès. Les causes indiquées incluaient plutôt insuffisance respiratoire, cancer du poumon métastatique, maladie pulmonaire obstructive chronique, cardiomyopathie congestive. Au cours des dernières années de sa vie, les problèmes de santé de Bronson le confinèrent à son domicile. Il recevait des traitements holistiques et palliatifs pour la maladie d'Alzheimer de la part de médecins à Los Angeles et New York. Sa sœur, Catherine Pidgeon, déclara à la presse que la famille avait remarqué depuis près d'un an que quelque chose n'allait pas, car Bronson n'était tout simplement plus lui-même. Elle décrivit comment il avait commencé à parler très lentement, avec parfois des mots mal articulés, bien qu'il reconnaissait encore ses proches. Sa famille, dont sa troisième épouse Kim, était à ses côtés pendant cette période difficile. Catherine ajouta, Kim est dévouée à lui et jure de rester à ses côtés, notant comment Bronson était passé d'un homme autrefois énergique et vif d'esprit à quelqu'un qui paraissait désorienté. Bronson fut enterré au cimetière de Brownsville à West Windsor, dans le Vermont. Au fil des ans, nombre de ses fans les plus fidèles ont visité ce lieu pour lui rendre hommage. Après la mort de Bronson, plusieurs journaux, dont le New York Times, rapportèrent par erreur que son service de guerre se limitait à la conduite d'un camion de livraison en Arizona. Ses anciens camarades militaires corrigèrent rapidement cette information, affirmant que Bronson avait en réalité été un héros de guerre, ce qui entraîna des rétractations de la part des médias. La femme qu'il aimait le plus. La réputation de Charles Bronson le précédait toujours. Il dégageait une virilité intense, était notoirement réservé et avait tendance à garder rancune ou le genre d'homme que l'on n'oserait pas approcher dans la rue. Bronson avait une aura intimidante, même sans dire un mot. Ses rôles dans des films emblématiques comme « Un justicier dans la ville »,« Il était une fois dans l'Ouest » et « Les 7 mercenaires » cimentèrent son image de figure rude et sans compromis, avec un regard capable de percer n'importe qui. Malgré sa réputation d'acteur morose et difficile, qui n'avait pas beaucoup d'égard pour ses costards, Bronson avait un côté plus doux, heureusement découvert par Jill Ireland. Au début des années 1960, alors que l'âge d'or d'Hollywood touchait à sa fin, Bronson était encore marié à Harriet Tandley, une femme qui avait été à ses côtés depuis leur rencontre dans une école de théâtre à Philadelphie. Selon le mémorandum, Charlie and Me, Tandley et Bronson venaient de mondes très différents. Elle avait 18 ans, fille d'un fermier laitier prospère, tandis que Bronson, de 8 ans son aîné, avait grandi dans la pauvreté. Malgré leurs différences, ils se rapprochèrent, et Tandley soutint les deux pendant leurs premières années d'acteurs en difficulté, attendant le grand rôle. Lorsque Bronson eut enfin sa chance dans « La Grande Évasion », cela marqua un tournant dans sa carrière, mais aussi le début de la fin de leur mariage. Sur le plateau, Bronson travaillait aux côtés de grandes stars comme Steve McQueen, James Garner et James Coburn. Mais ce qui changea véritablement sa vie, ce fut sa rencontre avec Jill Ireland, la femme de David McCallum, qui était venue rendre visite à la production. Bronson aurait dit à McCallum « Je vais épouser ta femme », laissant l'acteur écossais compréhensiblement furieux. Pourtant, la prédiction audacieuse de Bronson se réalisa.
Après la séparation de Bronson et Tandley en 1965 et le divorce de McCallum et Ireland en 1967, Bronson et Ireland se marièrent en 1968. Malgré ce début houleux, Bronson et McCallum finirent par se réconcilier, et ce qui suivit fut l'une des relations les plus productives et durables d'Hollywood. Bronson et Ireland trouvèrent non seulement l'amour, mais forgèrent un partenariat qui s'étendit sur 16 films ensemble. La célébrité croissante de Bronson permit à Ireland d'être souvent engagé dans ses projets, que ce soit comme sa partenaire à l'écran ou dans d'autres rôles importants. Bien qu'Ireland n'atteignît jamais le niveau de célébrité de Bronson, il s'assura qu'elle ait de nombreuses opportunités ou des petits rôles, comme sa brève apparition en tant que cavalière de Robert Mitchum dans Les Centurions, aux rôles plus conséquents comme celui de Maria Rena Valachi dans Cosa Nostra. La carrière cinématographique d'Ireland s'épanouit aux côtés de celle de son mari. Leur dernière collaboration, Assassination, marqua la fin de leur parcours professionnel ensemble. De toutes leurs collaborations, peut-être la plus mémorable fut De midi à 3 heures, une comédie romantique western qui permit à Ireland de briller. Dans la plupart de leurs films, Bronson dominait l'écran, tandis qu'Ireland jouait souvent des rôles secondaires, une demoiselle en détresse, une femme fatale ou un personnage qui influençait son parcours. Mais dans De midi à 3 heures, le personnage d'Amanda, interprété par Ireland, était au centre de l'intrigue, apportant une profondeur à un film qui aurait autrement été banal. C'était comme si Bronson avait offert à sa femme un cadeau, lui donnant l'opportunité de mettre en valeur son talent d'actrice et de montrer toute l'étendue de ses capacités. Le rôle d'Ireland dans le film reflétait celui qu'elle jouait dans la vie de Bronson, elle était le cœur et l'âme de leur mariage, un phare de chaleur dans l'apparence souvent dure de Bronson. Leur histoire d'amour, à l'écran comme en dehors, révélait une facette plus tendre de Bronson que peu de gens avaient l'occasion de voir. Ensemble, ils formaient l'un des couples les plus célèbres d'Hollywood, chaque film consolidant davantage leur statut. Mais alors qu'ils semblaient au sommet de leur gloire, la tragédie frappa, et leur vie idyllique fut soudainement assombrie par des nouvelles déchirantes. Elle a quitté ce monde tragiquement. En 1984, Jill Ireland reçut une nouvelle dévastatrice, elle était atteinte d'un cancer du sein. Fidèle à son esprit résili, elle combattit la maladie avec un courage extraordinaire pendant 6 ans. Durant cette période, Ireland partagea son parcours personnel à travers 2 livres poignants. Life Wish, A Personal Story of Survival. Lifeline, My Fight to Save My Family. Ces écrits sincères apportèrent de l'espoir et des perspectives à d'autres personnes confrontées à des luttes similaires. En reconnaissance de son courage, Ireland reçut le Courage Award de l'American Cancer Society des mains du président Ronald Reagan, un témoignage de sa détermination et de sa grâce face à l'adversité. Malgré ses efforts héroïques, Ireland succomba à la maladie en 1990, s'éteignant à leur domicile de Malibu, avec un Charles Bronson dévasté à ses côtés. Sa mort laissa Bronson anéanti, marquant un changement profond en lui. Bien qu'il se remaria plus tard avec la chanteuse Kim Weeks en 1998, la mémoire d'Ireland resta toujours présente dans son cœur. En hommage à sa défunte épouse, Bronson fit fabriquer une canne sur mesure, dotée d'une section creuse contenant une partie des cendres d'Ireland. Il garda cette canne avec lui jusqu'à sa propre mort en 2003, des suites d'une pneumonie. Lorsque Bronson fut enterré dans le Vermont, la canne avec les cendres d'Ireland toujours à l'intérieur fut enterrée à ses côtés, symbolisant leur lien indéfectible, même dans la mort. Conclusion. En réfléchissant à l'histoire poignante de Charles Bronson et Jill Ireland, il est clair que leur histoire d'amour était aussi captivante que n'importe quel film dans lequel ils ont joué ou rempli de passion, de chagrin et de résilience. Leur parcours nous rappelle la fragilité de la vie et la force de l'amour, même face à des pertes inimaginables. Quelle partie de leur histoire a résonné le plus en vous? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire instructive, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses approfondies sur la vie des légendes d'Hollywood. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.